Chapitre 9. L'inégalité des revenus du travail. Nous avons maintenant une assez bonne connaissance de l'évolution des inégalités de revenus et de salaires observées en France et aux États-Unis depuis le début du XXe siècle. Il nous faut à présent expliquer ces évolutions et examiner dans quelle mesure elles sont représentatives de la diversité des cas que l'on observe sur longue période dans les différents pays développés et émergents. Nous allons commencer par étudier dans le présent chapitre la dynamique de l'inégalité des revenus du travail. Comment peut-on expliquer l'explosion des inégalités salariales et la montée des supercadres aux États-Unis depuis les années 1970-1980 et plus généralement la diversité des évolutions historiques constatées dans les différents pays? Puis, nous passerons dans les chapitres suivants à l'évolution de la répartition de la propriété du capital. Pourquoi et comment la concentration des patrimoines a-t-elle diminué dans tous les pays, et notamment en Europe, depuis la Belle Époque? Cette question de l'émergence d'une classe moyenne patrimoniale est centrale pour notre enquête, car ce phénomène explique dans une large mesure pourquoi les inégalités de revenus ont diminué au cours de la première moitié du XXe siècle et pourquoi nous sommes passés d'une société de rentiers à une société de cadres, ou bien, dans la version la moins optimiste, d'une société de super-rentiers à une société de rentiers un peu moins extrême. L'inégalité des revenus du travail. Une course entre éducation et technologie? Pourquoi l'inégalité des revenus du travail, et en particulier l'inégalité des salaires, est-elle plus ou moins forte dans différentes sociétés et à différentes époques? La théorie la plus répandue est celle d'une course-poursuite entre l'éducation et la technologie. Disons-le d'emblée, cette théorie ne permet pas de tout expliquer. En particulier, nous verrons qu'elle ne permet pas de rendre compte de façon satisfaisante de la montée des supercadres et des inégalités salariales américaines depuis les années 1970. Mais elle contient néanmoins des éléments intéressants et importants pour expliquer certaines évolutions historiques. Nous allons donc commencer par l'exposer. La théorie repose sur deux hypothèses. La première est que le salaire d'un salarié donné est égal à sa productivité marginale, c'est-à-dire à sa contribution individuelle à la production de l'entreprise ou de l'administration dans laquelle il travaille. La seconde est que cette productivité dépend avant tout de sa qualification et de l'état de l'offre et de la demande de qualification dans la société considérée. Par exemple, dans une société où très peu de salariés ont une qualification d'ingénieur, soit une offre faible pour cette qualification, et où la technologie en vigueur demande beaucoup d'ingénieurs, soit une demande forte, alors il y a toutes les chances pour que la confrontation de cette offre faible et de cette demande forte conduise à un salaire très élevé pour les ingénieurs, par comparaison aux autres salariés, et donc à une inégalité salariale importante entre les salariés les mieux payés et les autres. Quelles que soient ses limites et sa naïveté, en pratique, la productivité d'un salarié n'est pas une grandeur immuable et objective écrite sur son front, et les rapports de force entre groupes sociaux jouent souvent un rôle central pour fixer les salaires des uns et des autres. Cette théorie simple, voire simpliste, a le mérite de mettre l'accent sur deux formes sociales et économiques qui jouent de fait un rôle fondamental dans la détermination de l'inégalité des salaires, y compris dans le cadre de théories plus sophistiquées et moins naïves: l'offre et la demande de qualification. En pratique, l'offre de qualification dépend en particulier de l'état du système éducatif. Combien de personnes ont pu avoir accès à telle ou telle filière? Quelle est la qualité de ces formations? Dans quelle mesure elles ont été complétées par des expériences professionnelles adéquates, etc. Quant à la demande de qualification, elle dépend notamment de l'état des technologies disponibles pour produire les biens et services consommés dans la société considérée. Quelles que soient les autres forces en jeu, il paraît évident que ces deux éléments, l'état du système de formation d'un côté, l'état de la technologie de l'autre, jouent un rôle essentiel et au minimum influent sur les rapports de force entre les différents groupes en présence. Ces deux éléments dépendent eux-mêmes de multiples forces. Le système éducatif dépend en particulier des politiques publiques suivies dans ce domaine, des critères de sélection dans les différentes filières, du mode de financement du système et du coût des études pour les élèves et leurs familles,
ou encore des possibilités de formation en cours de vie professionnelle. Le progrès technologique dépend du rythme des inventions et de leur mise en œuvre, et conduit généralement à une demande de qualification toujours plus forte et à un renouvellement permanent de leur contenu et des métiers correspondants. D'où l'idée de course-poursuite entre l'éducation et la technologie, et entre groupes sociaux. Si l'offre de qualification ne progresse pas au même rythme que les besoins de la technologie, alors les groupes dont la formation n'a pas suffisamment progressé se retrouvent avec des salaires faibles et des emplois dévalorisés, et les inégalités face au travail progressent d'autant. Pour éviter que les inégalités n'augmentent, le système éducatif doit fournir des formations et des qualifications en progression suffisamment rapides. Et pour que les inégalités diminuent, l'offre de qualification doit progresser plus vite encore, en particulier pour les groupes les moins bien formés. Prenons le cas des inégalités salariales en France. Nous avons vu que la hiérarchie des salaires a été relativement stable sur longue période. Le salaire moyen a énormément progressé depuis le début du XXe siècle, mais les écarts de salaire, par exemple entre les déciles les mieux payés et les déciles les moins bien payés, sont restés les mêmes. Comment se fait-il que ces écarts soient restés les mêmes en dépit de la démocratisation massive du système scolaire qui a eu lieu au cours du siècle écoulé? L'explication la plus naturelle est que tous les niveaux de qualification ont progressé approximativement au même rythme, si bien que les inégalités se sont simplement translatées vers le haut. Les personnes qui étaient au niveau du certificat d'études sont passées au brevet des collèges puis au bac, mais celles qui étaient au bac sont passées à bac+3 puis à bac+8. Autrement dit, la démocratisation du système scolaire n'a pas réduit les inégalités de qualification et n'a donc pas permis de réduire les inégalités de salaire. Mais si elle n'avait pas eu lieu, et si les descendants des titulaires du certificat d'études d'il y a un siècle, les 3/4 d'une génération à l'époque, étaient restés à ce niveau, alors les inégalités face au travail, et en particulier les inégalités de salaire, auraient sans nul doute beaucoup augmenté. Examinons le cas américain. Des chercheurs ont comparé de façon systématique les deux évolutions suivantes entre 1890 et 2005. D'une part, l'écart de salaire entre les diplômés de l'université et ceux qui se sont arrêtés en fin de lycée. D'autre part, le rythme de croissance du nombre de diplômés de l'université. Pour Goldin et Katz, la conclusion est sans appel. Les deux courbes suivent des évolutions inverses l'une de l'autre. En particulier, l'écart salarial, qui diminuait assez régulièrement jusqu'aux années 1970, a subitement commencé à s'élargir à partir des années 1980, précisément au moment où pour la première fois le nombre de diplômés de l'université s'est mis à stagner, ou tout du moins à croître beaucoup moins vite que par le passé. Pour les deux chercheurs, aucun doute n'est permis, l'accroissement des inégalités salariales s'explique par le fait que les États-Unis n'ont pas suffisamment investi dans l'enseignement supérieur, ou plus précisément ont laissé une grande partie de la population en dehors de l'effort de formation, en particulier du fait de droits d'inscription excessifs à la charge des familles. C'est en réinvestissant fortement dans la formation et en garantissant l'accès du plus grand nombre à l'université que l'on pourra inverser la tendance. Les enseignements des expériences françaises et américaines sont convergents et pointent dans la même direction. À long terme, la meilleure façon de réduire les inégalités face au travail et également d'accroître la productivité moyenne de la main-d'œuvre et la croissance globale de l'économie est sans aucun doute d'investir dans la formation. Si le pouvoir d'achat des salaires a été multiplié par 5 en un siècle, c'est parce que la progression des qualifications et les changements technologiques ont permis de multiplier la production par salarié par 5. Sur longue période, il est évident que les forces de l'éducation et de la technologie sont déterminantes pour la formation des salaires. De même, si les États-Unis ou la France investissaient plus fortement et plus massivement dans les formations professionnelles et supérieures de qualité et permettaient à de plus larges segments de la population d'y accéder, alors il s'agirait sans aucun doute de la politique la plus efficace, visant à augmenter les salaires bas et moyens et à diminuer la part du décile supérieur dans la masse salariale comme dans le revenu total. Tout laisse à penser que les pays scandinaves, dont nous avons noté qu'ils se caractérisaient par des inégalités salariales plus modérées qu'ailleurs, doivent en grande partie ce résultat
au fait que leur système de formation est relativement égalitaire et inclusif. La question du mode de financement de l'éducation, et en particulier de la prise en charge des coûts de l'enseignement supérieur, est dans tous les pays une des questions les plus cruciales du siècle qui s'ouvre. Les données publiquement disponibles sur ces questions sont malheureusement extrêmement limitées, en particulier aux États-Unis et en France. Dans les deux pays, très attachés l'un et l'autre au rôle central de l'école et de la formation dans le processus de promotion sociale, les discours théoriques sur ces questions et sur la méritocratie tranchent singulièrement avec la réalité des origines sociales, souvent extrêmement favorisées, permettant d'accéder aux filières les plus prestigieuses. Nous y reviendrons dans la 4e partie, chapitre 13. Les limites du modèle théorique, le rôle des institutions. L'éducation et la technologie jouent sans nul doute un rôle crucial à long terme. Ce modèle théorique, fondé sur l'idée selon laquelle le salaire est toujours parfaitement égal à la productivité marginale du salarié et dépend avant tout de sa qualification, comporte toutefois de nombreuses limites. Passons sur le fait qu'il n'est pas toujours suffisant d'investir dans la formation. Il arrive que la technologie ne sache pas utiliser les qualifications. Passons également sur le fait que ce modèle théorique, tout du moins dans son expression la plus simpliste, exprime une vision beaucoup trop instrumentale et utilitariste de la formation. De même que le secteur de la santé n'a pas pour objectif principal de fournir aux autres secteurs des travailleurs en bonne santé, celui de l'éducation n'a pas pour objectif principal de préparer à un métier dans les autres secteurs. Dans toutes les sociétés humaines, la santé et l'éducation ont une valeur en soi. Pouvoir passer des années de vie en bonne santé, pouvoir accéder à la connaissance et à la culture scientifique et artistique constituent les objectifs mêmes de la civilisation. Dans le langage de la comptabilité nationale, les dépenses de santé et d'éducation sont considérées comme une consommation, une source de bien-être en soi, et non un investissement. Il s'agit là d'une raison supplémentaire expliquant pourquoi l'expression « capital humain » pose problème. Il n'est pas interdit d'imaginer une société idéale où toutes les autres tâches seraient presque totalement automatisées et où chacun pourrait presque entièrement se consacrer à l'éducation, la culture et la santé pour lui-même et pour les autres, où chacun serait le professeur, l'écrivain, l'acteur, le docteur de quelqu'un d'autre. Comme nous l'avons déjà noté dans le chapitre 2, ce chemin est dans une certaine mesure déjà tracé. La croissance moderne se caractérise par un développement considérable de la part des activités éducatives, culturelles et médicales dans les richesses produites et dans la structure de l'emploi. En attendant ce jour heureux, essayons au moins de faire des progrès dans notre compréhension des inégalités salariales. Or, de ce point de vue, plus étroit certes que le précédent, le principal problème de la théorie de la productivité marginale est tout simplement qu'elle ne permet pas de rendre compte de la diversité des évolutions historiques et des expériences internationales. Pour comprendre la dynamique des inégalités salariales, il faut introduire un rôle pour les différentes institutions et règles qui, dans toutes les sociétés, caractérisent le fonctionnement du marché du travail. Plus encore que les autres marchés, le marché du travail n'est pas une abstraction mathématique dont le fonctionnement serait entièrement déterminé par des mécanismes naturels et immuables et par d'implacables forces technologiques. C'est une construction sociale faite de règles et de compromis spécifiques. Nous avons déjà noté dans le chapitre précédent plusieurs épisodes importants de compression ou d'élargissement des hiérarchies salariales, dont il est bien difficile de rendre compte en évoquant uniquement le jeu de l'offre et de la demande pour les différents niveaux de qualification. Par exemple, la compression des inégalités salariales, qui a eu lieu en France comme aux États-Unis au cours de chacune des 2 guerres mondiales, met en jeu des négociations sur des grilles salariales, dans le public comme dans le privé, et des institutions particulières créées à cet effet, comme le National World Labour Board aux États-Unis. Nous avons également remarqué le rôle central joué par les mouvements du salaire minimum pour expliquer l'évolution des inégalités salariales en France depuis 1950, avec 3 sous-périodes clairement identifiées, les années 1950-1968, où le salaire minimum est peu revalorisé et où la hiérarchie salariale s'élargit. La phase 1968-1983, caractérisée par une progression très rapide du salaire minimum et une forte compression des inégalités de salaire,
Et enfin, la période 1983-2012, au cours de laquelle le salaire minimum progresse relativement lentement et où la hiérarchie salariale tend à s'élargir. Il est au début de l'année 2013 de 9,43 € l'heure. Aux États-Unis, un salaire minimum fédéral a été introduit dès 1933, soit près de 20 ans avant la France. De la même façon qu'en France, les mouvements du salaire minimum ont joué un rôle important dans l'évolution des inégalités salariales américaines. Il est frappant de constater qu'en termes de pouvoir d'achat, le niveau maximum du salaire minimum a été atteint il y a près d'un demi-siècle, en 1969, avec 1,60 $ par heure, soit 10,10 $ de 2013, compte tenu de l'inflation entre 1968 et 2013, à une époque où le taux de chômage était inférieur à 4%. De 1980 à 1990, sous Reagan et Bush père, le salaire minimum fédéral est resté bloqué à 3,35 $, d'où une baisse significative de pouvoir d'achat compte tenu de l'inflation. Puis il passe à 5,25 $ sous Clinton, dans les années 1990, et gelé à ce niveau sous Bush fils, avant d'être relevé à plusieurs reprises depuis 2008 par l'administration Obama. Il est au début de l'année 2013 de 7,25 $ l'heure, soit à peine 6 €, c'est-à-dire un tiers plus bas que le salaire minimum français, alors même que le contraire était vrai jusqu'au début des années 1980, voir graphique 9.1. Dans son discours sur l'état de l'Union de février 2013, le président Obama a annoncé son intention de le porter aux alentours de 9 $ l'heure au cours de la période 2013-2016. Certains États ont en 2013 un salaire minimum plus élevé que le minimum fédéral, 8 $ en Californie et dans le Massachusetts, et jusqu'à 9,20 $ dans l'État de Washington. Les inégalités salariales en vigueur aux États-Unis dans le bas de la distribution des salaires ont suivi de près ces évolutions. L'écart entre les 10% des salaires les plus faibles et le salaire moyen a fortement augmenté dans les années 1980, puis s'est significativement réduit dans les années 1990, avant d'augmenter de nouveau dans les années 2000. Il est intéressant de noter, cependant, que les inégalités dans le haut de la distribution, par exemple la part des 10% des salaires les plus élevés dans la masse salariale totale, n'ont pas cessé d'augmenter pendant toute cette période. De façon évidente, le salaire minimum a un impact dans le bas de la distribution et beaucoup moins dans le haut, où d'autres forces sont à l'œuvre. Grille salariale et salaire minimum. Il ne fait aucun doute que le salaire minimum joue un rôle essentiel dans la formation et l'évolution des inégalités salariales, comme le montrent les expériences françaises et américaines. Chaque pays a en ce domaine son histoire propre, sa chronologie particulière. Rien d'étonnant à cela, les régulations du marché du travail dépendent notamment des perceptions et des normes de justice sociale en vigueur dans la société considérée et sont intimement liées à l'histoire sociale, politique et culturelle propre à chaque pays. Les États-Unis utilisent le salaire minimum pour augmenter fortement les salaires modestes dans les années 1950-1960, puis délaissent cet outil à partir des années 1970-1980. En France, c'est exactement l'inverse. Le salaire minimum est gelé dans les années 1950-1960 et beaucoup plus régulièrement utilisé depuis les années 1970. Le graphique 9.1 illustre ce contraste saisissant entre les deux pays, avec des courbes inversées qui finissent par se croiser en 1984-1985. On pourrait multiplier les exemples nationaux. Le Royaume-Uni a choisi d'introduire un salaire minimum national en 1999, à un niveau intermédiaire entre les États-Unis et la France. Il est en 2013 de 6,19 livres par heure, soit environ 8,05 €. Des pays comme l'Allemagne et la Suède ont choisi de ne pas avoir de salaire minimum au niveau national et de laisser aux syndicats la tâche de négocier avec les employeurs des salaires minima et le plus souvent des grilles salariales complètes au niveau de chaque branche d'activité. En pratique, les minima dans ces deux pays sont en 2013 supérieurs à 10 € par heure dans de nombreuses branches,
donc plus élevés que dans les pays dotés d'un salaire minimum national. Mais ils peuvent être sensiblement inférieurs dans certains secteurs peu régulés ou peu syndiqués. Afin de fixer un plancher commun, l'Allemagne envisage d'introduire un salaire minimum national en 2013-2014. Il n'est évidemment pas question d'écrire ici l'histoire détaillée des minima salariaux et des grilles salariales dans les différents pays et de leur impact sur les inégalités salariales. Plus modestement, il s'agit plutôt d'indiquer brièvement suivant quels principes généraux il est possible d'analyser ces institutions qui régulent dans tous les pays la formation des salaires. Quelle est en effet la justification de règles telles que des grilles de salaire plus ou moins rigides ou un salaire minimum? La première est tout simplement qu'il n'est pas toujours facile de connaître à tout moment et en tout lieu la productivité marginale d'un salarié donné. C'est évident dans le secteur public, mais c'est tout aussi clair dans le secteur privé. Il n'est pas si simple de savoir au sein d'une organisation comportant plusieurs dizaines de salariés, et parfois plusieurs dizaines de milliers de salariés, quelle est exactement la contribution d'un salarié individuel à la production d'ensemble. On peut certes obtenir une estimation approximative, tout du moins pour les fonctions et tâches duplicables, c'est-à-dire qui peuvent être occupées par plusieurs salariés de façon identique ou quasi identique. Par exemple, s'agissant d'un ouvrier sur une chaîne de montage ou d'un serveur dans un restaurant McDonald's, l'entreprise peut calculer combien lui rapporterait en termes de chiffre d'affaires supplémentaire le fait d'avoir un ouvrier ou un serveur de plus. Mais il ne s'agira dans tous les cas que d'une estimation approximative, d'un intervalle de productivité et non d'une certitude absolue. Dans ces conditions, comment les salaires doivent-ils être fixés? Plusieurs raisons suggèrent que laisser au chef d'entreprise le pouvoir absolu de fixer chaque mois ou bien chaque jour, pourquoi pas, le salaire de chaque employé peut non seulement être porteur d'arbitraire et d'injustice, mais également d'inefficacité pour l'entreprise dans son ensemble. En particulier, il peut être collectivement efficace de faire en sorte que les salaires soient relativement stables dans le temps et ne varient pas de façon incessante en fonction des aléas des ventes de l'entreprise. Le plus souvent, les propriétaires et les dirigeants de l'entreprise disposent en effet de revenus et de patrimoine sensiblement plus élevés que ceux de leurs salariés et peuvent donc plus aisément amortir les chocs de revenus de court terme. Dans ces conditions, il peut être dans l'intérêt général que le contrat salarial comporte également une dimension assurantielle, dans le sens où le salaire est garanti dans le temps et se répète chaque mois, quasiment à l'identique, ce qui n'interdit pas des primes ou des bonus. C'est la révolution de la mensualisation des salaires, qui s'impose progressivement dans tous les pays développés au cours du XXe siècle, dans les lois et dans les négociations entre salariés et employeurs. Le salaire journalier, qui était la norme au XIXe siècle, disparaît petit à petit. Il s'agit d'une étape essentielle dans la constitution du salariat comme groupe social déterminé, caractérisé précisément par un statut et une rémunération stable et prévisible, et en cela clairement distinct du petit peuple de journaliers et d'artisans ouvriers payés à la tâche qui caractérise les sociétés des XVIIIe et XIXe siècles. Cette justification des salaires fixés à l'avance comporte évidemment des limites. Si les ventes s'effondrent durablement, alors le maintien des salaires et de l'emploi au niveau antérieur peut en pratique être le plus sûr chemin vers la faillite de l'entreprise. Tout est une question de degré. Le fait que les salaires bas et moyens soient globalement beaucoup plus stables que le niveau de production et que les profits et les salaires élevés absorbent l'essentiel de la volatilité de court terme est une bonne chose, mais la rigidité salariale absolue est à éviter. Outre cette justification fondée sur l'incertitude et le partage social des risques, l'autre argument classique en faveur des salaires minima et des grilles salariales est le problème des investissements spécifiques. Concrètement, les fonctions et tâches particulières qui doivent être remplies dans une entreprise donnée exigent souvent de la part des salariés des investissements spécifiques à l'entreprise, dans le sens où ils ne sont d'aucune utilité, ou du moins d'une utilité limitée dans les autres entreprises. Il s'agit par exemple des méthodes de travail, de l'organisation ou de qualifications particulières liées au processus de production spécifique à l'établissement considéré. Si le salaire peut être fixé unilatéralement et modifié à tout moment par le chef d'entreprise, sans que les salariés connaissent à l'avance leur rémunération,
alors il y a de fortes chances que ces derniers ne s'investissent pas autant qu'ils le devraient. Il peut donc être dans l'intérêt général que les rémunérations des uns et des autres soient fixées à l'avance. Au-delà de la question des grilles salariales, cet argument fondé sur la notion d'investissement spécifique s'applique également aux autres décisions de la vie d'une entreprise et constitue la principale raison pour restreindre le pouvoir des actionnaires, jugés parfois trop court-termistes, et instituer une propriété sociale et partagée entre tous les stakeholders de l'entreprise, y compris bien sûr les salariés, comme dans le modèle de capitalisme rénant évoqué dans la deuxième partie. Il s'agit sans doute de la justification la plus importante pour les grilles salariales. Plus généralement, dans la mesure où les employeurs disposent d'un pouvoir de négociation supérieur à celui des salariés et où l'on s'écarte des conditions de concurrence pures et parfaites, décrites dans les modèles théoriques les plus simples, il peut être justifié de restreindre le pouvoir des employeurs en instituant des règles strictes sur les salaires. Par exemple, si un petit groupe d'employeurs se trouve en situation de monopsone sur un marché du travail local, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment les seuls à pouvoir offrir du travail, du fait notamment de la mobilité réduite de la main-d'œuvre locale, alors ils tenteront vraisemblablement d'exploiter au maximum leur avantage et de baisser les salaires autant que possible, éventuellement nettement au-dessous de la productivité marginale des salariés. Dans ces conditions, imposer un salaire minimum peut être non seulement juste, mais également efficace, dans le sens où une augmentation du minimum légal peut rapprocher l'économie de l'équilibre concurrentiel et augmenter le niveau d'emploi. Ce modèle théorique, à base de concurrence imparfaite, constitue la justification la plus évidente pour l'existence d'un salaire minimum. Il s'agit de faire en sorte qu'aucun employeur ne puisse exploiter son avantage concurrentiel au-delà d'une certaine limite. Là encore, tout dépend évidemment du niveau du salaire minimum. Cette limite ne peut pas être fixée dans l'absolu, indépendamment de l'état général des qualifications et de la productivité dans la société considérée. En l'occurrence, de multiples études menées aux États-Unis dans les années 1980-2000, notamment par Card et Kruger, ont démontré que le salaire minimum américain est tombé à un niveau tellement bas au cours de cette période que son relèvement permet d'augmenter les bas salaires sans perte d'emploi, ou même en augmentant le niveau d'emploi suivant le plus pur modèle de monopsone. Sur la base de ces études, il paraît probable que l'augmentation de près de 25% actuellement envisagée aux États-Unis, de 7,25 $ à 9 $ l'heure, n'entraînera pas ou peu de perte d'emploi. Il est bien clair que cela ne peut pas se poursuivre indéfiniment. À mesure que l'on augmente le salaire minimum, les effets négatifs sur le niveau d'emploi l'emportent progressivement. Si l'on multiplie le salaire minimum par 2 ou 3, il serait bien étonnant que l'impact négatif ne domine pas. Concrètement, il est plus difficile de justifier un fort relèvement du salaire minimum dans un pays comme la France, où il est relativement élevé, relativement au salaire moyen et à la production moyenne par salarié, que dans un pays comme les États-Unis. Pour augmenter le pouvoir d'achat des bas salaires en France, mieux vaut mobiliser d'autres outils comme l'amélioration des qualifications ou bien la réforme fiscale. Les deux outils sont d'ailleurs complémentaires. Pour autant, le salaire minimum ne doit pas être gelé excessivement. Il est problématique de faire augmenter durablement les salaires plus vite que la production, mais il est tout aussi malsain de faire augmenter les salaires, ou une partie importante d'entre eux, moins vite que la production. Toutes ces institutions et politiques publiques ont un rôle à jouer et doivent être utilisées de façon adéquate. Résumons. À long terme, investir dans la formation et les qualifications est la meilleure façon d'augmenter les salaires et de réduire les inégalités salariales. Sur longue période, ce ne sont pas des salaires minima ou des grilles salariales qui font que les salaires sont multipliés par 5 ou 10. Pour atteindre ce type de progression, l'éducation et la technologie sont les forces déterminantes. Il n'en reste pas moins que ces règles jouent un rôle essentiel pour fixer les salaires à l'intérieur d'intervalles déterminés par l'éducation et la technologie. Or, ces intervalles peuvent en pratique être relativement larges, à la fois parce que les productivités marginales individuelles ne peuvent être connues que de façon approximative et du fait de phénomènes d'investissement spécifiques et de concurrence imparfaite. Comment expliquer l'explosion des inégalités américaines ?
La limite la plus frappante de la théorie de la productivité marginale et de la course-poursuite entre éducation et technologie concerne sans doute l'explosion des très hauts revenus du travail observés aux États-Unis depuis les années 1970. D'après cette théorie, on pourrait certes expliquer l'évolution en évoquant un progrès technique biaisé en faveur des hautes qualifications, skill-based technical change. Autrement dit, une explication possible, et relativement populaire au sein d'une partie des économistes américains, pourrait être que les très hauts salaires ont progressé beaucoup plus fortement que le salaire moyen aux États-Unis depuis les années 1970, tout simplement parce que l'évolution des qualifications et de la technologie a fait que la productivité des salariés les plus qualifiés a progressé beaucoup plus vite que la productivité moyenne. Cette explication, outre son caractère quelque peu tautologique, on peut toujours expliquer n'importe quelle déformation des inégalités salariales en évoquant un changement technique adéquat, pose cependant plusieurs difficultés majeures qui la rendent, à mon sens, assez peu convaincante. Tout d'abord, comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre, la montée des inégalités salariales aux États-Unis concerne avant tout les très hauts salaires. Les 1% des rémunérations les plus élevées et plus encore les 0,1% les plus élevés. Si l'on considère le décile supérieur dans son ensemble, les 10% les plus élevés, alors on constate que les 9% ont certes connu des progressions salariales supérieures à la moyenne des salaires, mais néanmoins sans commune mesure avec les progressions observées au niveau des 1%. Concrètement, les rémunérations autour de $100 000, $200 000 ont progressé à peine plus vite que la moyenne, alors que celles supérieures à $500 000, et plus encore les rémunérations de plusieurs millions de dollars, ont littéralement explosé. Cette très forte discontinuité au sein des hauts salaires pose une première difficulté importante pour la théorie de la productivité marginale. Si l'on examine l'évolution des qualifications de ces différents groupes, que ce soit en termes de nombre d'années d'études, de sélectivité des filières suivies ou d'expérience professionnelle, il est bien difficile de détecter la moindre discontinuité entre les 9% et les 1%. Autrement dit, sur la base d'une théorie objectiviste fondée sur les qualifications et les productivités, on aurait dû observer des progressions salariales relativement uniformes au sein du décile supérieur, ou tout du moins beaucoup plus proches entre les différents groupes que les évolutions fortement divergentes observées en pratique. Que l'on me comprenne bien, il ne s'agit évidemment pas de nier ici l'importance déterminante des investissements dans la formation et dans l'enseignement supérieur défendus par Katz et Goldin. Cette politique visant à favoriser un plus large accès aux universités est indispensable et cruciale à long terme, aux États-Unis comme dans tous les pays. Simplement, si souhaitable soit-elle, cette politique n'a sans doute qu'un impact limité sur le phénomène d'explosion des très fortes rémunérations américaines observées depuis les années 1970-1980. Autrement dit, plusieurs phénomènes distincts se cumulent au cours des dernières décennies. Il y a d'une part la progression de l'écart salarial moyen entre les personnes diplômées de l'université et celles qui se sont arrêtées en fin de lycée, phénomène dont parlent Goldin et Katz et qui est une réalité. Et il y a d'autre part l'envol des rémunérations des 1%, et plus encore des 0,1%, qui est un phénomène tout à fait spécifique, qui se déroule au sein même des diplômés universitaires, et souvent parmi des personnes ayant suivi les mêmes filières longues et élitistes. Or, il se trouve que ce second phénomène est quantitativement plus important que le premier. En particulier, nous avons vu dans le chapitre précédent que l'envol du centile supérieur explique la plus grande partie, près des 3/4, de l'augmentation de la part du décile supérieur dans le revenu national américain depuis les années 1970. Il est donc essentiel de trouver une explication adaptée pour ce phénomène et a priori, la piste éducative n'est pas la bonne. La montée des supercadres, un phénomène anglo-saxon. La seconde difficulté est sans doute la difficulté majeure rencontrée par la théorie de la productivité marginale et que ce décrochage des très hauts salaires a eu lieu dans certains pays développés et pas dans d'autres. Cela laisse à penser que les différences institutionnelles entre pays et non des causes générales et a priori universelles telles que le changement technologique ont joué un rôle central. Commençons par examiner le cas des pays anglo-saxons. De façon générale, la montée des supercadres est, dans une large mesure, un phénomène anglo-saxon.
On observe en effet depuis les années 1970-1980 une hausse significative de la part du centile supérieur dans le revenu national, aussi bien aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, au Canada ou en Australie. Voir graphique 9.2. Nous ne disposons malheureusement pas pour tous les pays de séries séparées pour l'inégalité des salaires et l'inégalité du revenu total, telles que celles que nous avons présentées pour la France et les États-Unis. Mais les données portant sur la composition des revenus par niveau de revenu total, disponibles dans la plupart des cas, indiquent que dans l'ensemble de ces pays, l'envol des hauts salaires explique la plus grande partie, généralement au moins les 2/3, de la hausse de la part du centile supérieur de la hiérarchie des revenus, le reste s'expliquant par la bonne santé des revenus du capital. Dans tous les pays anglo-saxons, c'est avant tout la montée des supercadres, à la fois dans le secteur financier et dans les secteurs non financiers, qui explique la progression des inégalités de revenus des dernières décennies. Cette similarité d'ensemble ne doit cependant pas masquer le fait que l'ampleur du phénomène est très différente suivant les pays. Le graphique 9.2 est parfaitement clair sur ce point. Dans les années 1970, la part du centile supérieur dans le revenu national était très proche dans les différents pays. Elle était comprise entre 6 et 8% dans les 4 pays anglo-saxons considérés, et les États-Unis ne sortaient pas du lot. Ils étaient même légèrement dépassés par le Canada, qui atteignait 9%, alors que l'Australie fermait la marche avec tout juste 5% du revenu national pour le centile supérieur à la fin des années 1970 et au début des années 1980. 30 années plus tard, au début des années 2010, la situation est totalement différente. La part du centile supérieur atteint pratiquement 20% du revenu national aux États-Unis, alors qu'elle est de l'ordre de 14-15% du revenu national au Royaume-Uni et au Canada, et d'à peine 9-10% du revenu national en Australie. En première approximation, on peut considérer que la progression de la part du centile supérieur aux États-Unis a été de l'ordre de 2 fois plus forte qu'au Royaume-Uni et au Canada, et de l'ordre de 3 fois plus forte qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Si la montée des supercadres était un phénomène purement technologique, on comprendrait mal des écarts aussi importants entre des pays par ailleurs si proches. Il est à noter que les chiffres cités ne prennent pas en compte les plus-values, qui ne sont pas mesurées de façon parfaitement comparable dans les différents pays. Compte tenu du fait que les plus-values sont particulièrement développées aux États-Unis, la part du centile supérieur avec plus-value a nettement dépassé 20% du revenu national dans les années 2000-2010, l'écart avec les autres pays anglo-saxons est en réalité encore plus fort. Examinons maintenant le reste du monde riche, c'est-à-dire l'Europe continentale et le Japon. Le fait central est que la part du centile supérieur dans le revenu national y a augmenté de façon beaucoup plus faible que dans les pays anglo-saxons depuis les années 1970-1980. La comparaison entre les graphiques 9.2 et 9.3 est particulièrement frappante. Certes, on observe une progression significative de la part du centile supérieur dans tous les pays. Au Japon, l'évolution a été quasiment la même qu'en France. La part du centile supérieur était d'à peine 7% du revenu national au début des années 1980 et elle est d'environ 9%, voire légèrement plus, au début des années 2010. En Suède, la part du centile supérieur était d'à peine plus de 4% du revenu national au début des années 1980, le plus bas niveau enregistré dans la World Top Incomes Database, tous pays et toutes époques confondues. Et elle atteint 7% au début des années 2010. En Allemagne, la part du centile supérieur est passée d'environ 9% à près de 11% du revenu national entre le début des années 1980 et le début des années 2010. Si l'on examine les autres pays européens, on observe des évolutions similaires, avec des hausses de la part du centile supérieures de l'ordre de 2-3 points de revenu national au cours des 30 dernières années, aussi bien en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. Au Danemark, comme dans les autres pays nordiques, le niveau des hauts revenus est plus bas, mais la hausse est similaire. Le centile supérieur recevait à peine plus de 5% du revenu national danois dans les années 1980, et il s'approche de 7% dans les années 2000-2010. En Italie et en Espagne,
Les ordres de grandeur sont très proches de ceux observés en France, avec une part du centile supérieur passant approximativement de 7% à 9% du revenu national au cours de cette même période, soit de nouveau une hausse d'environ 2 points de revenu national, voire graphique 9,4. L'union du continent européen est sur ce point précis quasi parfaite, si l'on accepte bien sûr le cas du Royaume-Uni, plus proche de la trajectoire observée en Amérique du Nord. Soyons bien clairs, ces hausses de l'ordre de 2-3 points de revenu national, observées au Japon et dans tous les pays d'Europe continentale, correspondent à des augmentations tout à fait significatives des inégalités de revenus. Concrètement, ces hausses signifient par définition que les 1% des revenus les plus élevés ont progressé sensiblement plus vite que le revenu moyen, et même très sensiblement plus vite puisque la part du centile supérieur a progressé de l'ordre de 30%, voire davantage dans certains pays où elle partait de plus bas, ce qui est très frappant pour les personnes qui vivent ces évolutions et qui souvent entendent parler presque quotidiennement dans les journaux et à la radio des hausses de salaire parfois vertigineuses des supercadres. Cela est particulièrement frappant dans le contexte économique des années 1990-2010, où le revenu moyen stagne, ou tout du moins progresse à un rythme beaucoup plus faible que par le passé. Le monde du millime supérieur. Il faut en outre noter que plus on monte haut dans la hiérarchie des revenus, plus les hausses ont été spectaculaires. Et même si ces hausses concernent au final un nombre limité de personnes, elles n'en sont pas moins extrêmement visibles et posent naturellement la question de leur justification. Si l'on examine l'évolution de la part du millime supérieur, les 0,1% les plus riches dans le revenu national dans les pays anglo-saxons d'une part, voire graphique 9,5, et en Europe continentale et au Japon d'autre part, voire graphique 9,6, alors on constate certes des différences notoires. La part du millime supérieur passe au cours des dernières décennies de 2% à près de 10% du revenu national aux États-Unis, soit une progression inégalée, mais également une progression très sensible dans tous les pays. En France et au Japon, la part du millime supérieur passe d'à peine 1,5% du revenu national au début des années 1980 à environ 2,5% au début des années 2010, soit un quasi-doublement. En Suède, la même part passe dans le même temps de moins de 1% à plus de 2% du revenu national. Afin que les ordres de grandeur soient bien clairs pour tous, rappelons qu'une part de 2% du revenu national pour 0,1% de la population signifie par définition que chacun au sein de ce groupe dispose en moyenne d'un revenu 20 fois plus élevé que la moyenne du pays en question, soit 600 000 euros si le revenu moyen est de 30 000 euros par habitant adulte. Une part de 10% signifie que chacun dispose de 100 fois la moyenne, soit 3 millions d'euros si le revenu moyen est de 30 000 euros. Les 0,1% en France ou au Japon sont donc passés de 15 à 25 fois le revenu moyen, soit de 450 000 euros à 750 000 euros si le revenu moyen est de 30 000 euros, alors que les 0,1% aux États-Unis sont passés de 20 à 100 fois, soit de 600 000 euros, à 3 millions d'euros, toujours pour le même revenu moyen de 30 000 euros. Ces ordres de grandeur sont approximatifs, mais permettent de mieux visualiser le phénomène et de le relier aux rémunérations souvent évoquées dans les médias. Rappelons également que les 0,1% les plus riches regroupent par définition 50 000 personnes dans un pays dont la population est de 50 millions d'adultes, comme la France du début des années 2010. Il s'agit donc d'un groupe à la fois très minoritaire, 10 fois plus minoritaire que les 1%, et non négligeable de par sa place dans le paysage social et politique. Le fait central est que dans tous les pays riches, y compris en Europe continentale et au Japon, ce groupe a connu au cours des années 1990-2010 des progressions spectaculaires de pouvoir d'achat, alors même que le pouvoir d'achat moyen stagnait. Il n'en reste pas moins que ce phénomène d'explosion des très hauts revenus demeure à ce jour d'une ampleur limitée d'un point de vue macroéconomique en Europe continentale et au Japon. La hausse des très hauts revenus est certes impressionnante, mais cela concerne pour l'instant trop peu de personnes pour que l'impact soit aussi fort qu'aux États-Unis. Concrètement, le transfert en direction des 1%
porte sur 2-3 points de revenu national en Europe continentale et au Japon, contre 10-15 points, suivant si l'on compte les plus-values ou non, aux États-Unis, soit entre 5 et 7 fois plus. La façon la plus simple d'exprimer la différence entre les zones géographiques est sans doute la suivante. Aux États-Unis, l'inégalité des revenus a retrouvé dans les années 2000-2010 les niveaux records observés dans les années 1910-1920, sous une autre forme, avec un rôle plus important que par le passé pour les hauts revenus du travail et moins important pour les hauts revenus du capital. Au Royaume-Uni et au Canada, elle est en voie de faire de même. En Europe continentale et au Japon, l'inégalité des revenus demeure à ce jour beaucoup plus faible que ce qu'elle était au début du XXe siècle, et n'a en réalité que peu changé depuis 1945 si l'on se place dans une perspective de très long terme. Cela n'implique évidemment pas que les évolutions européennes et japonaises des dernières décennies doivent être négligées, bien au contraire. La trajectoire ressemble par certains aspects à celle observée aux États-Unis, avec 1 ou 2 décennies de retard, et rien n'oblige à attendre que cette évolution prenne l'ampleur macroéconomique qu'elle a fini par prendre aux États-Unis pour s'en préoccuper. Mais le fait est que l'évolution est à ce jour beaucoup moins forte en Europe continentale et au Japon qu'aux États-Unis, et dans une moindre mesure que dans les autres pays anglo-saxons. Or, cela peut nous informer sur les mécanismes en jeu. Cette divergence entre les différentes parties du monde riche est en effet d'autant plus frappante que le changement technologique a été le même un peu partout. En particulier, les technologies de l'information concernent évidemment tout autant le Japon, l'Allemagne, la France, la Suède ou le Danemark que les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Canada. De même, la croissance économique, plus précisément la croissance de la production par habitant, c'est-à-dire de la productivité, a été sensiblement la même dans toutes les parties du monde riche, avec des écarts portant souvent sur quelques dixièmes de points de pourcentage, ainsi que nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Dans ces conditions, cette divergence aussi massive dans les évolutions de la répartition des revenus demande une explication que la théorie de la productivité marginale, de la technologie et de l'éducation ne semble pas en mesure de fournir. L'Europe, plus inégalitaire que le Nouveau Monde en 1900-1910. On notera également que, contrairement à une idée répandue en ce début de XXIe siècle, les États-Unis n'ont pas toujours été plus inégalitaires que l'Europe, loin de là. Comme nous l'avons déjà noté dans les chapitres précédents, l'inégalité des revenus était en réalité plus élevée en Europe au début du XXe siècle. Cela nous est confirmé par tous les indicateurs utilisés et par l'ensemble des sources historiques dont nous disposons. En particulier, la part du centile supérieur atteignait ou dépassait 20% du revenu national dans tous les pays européens vers 1900-1910, voire graphique 9.2, 9.4. Cela vaut non seulement pour le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, mais également pour la Suède et le Danemark, preuve que les pays nordiques n'ont pas toujours été des modèles égalitaires, loin s'en faut, et plus généralement pour tous les pays européens pour lesquels il existe des estimations pour cette période. Une telle similarité dans les niveaux de concentration des revenus en vigueur dans les sociétés européennes de la Belle Époque exige évidemment une explication. Compte tenu du fait que les plus hauts revenus étaient constitués très majoritairement de revenus du capital au cours de cette période, l'explication est à chercher avant tout du côté de la concentration des patrimoines. Pourquoi la concentration des patrimoines était-elle si forte en Europe vers 1900-1910 ? Il est intéressant de noter que l'inégalité était moins forte qu'en Europe, non seulement aux États-Unis et au Canada, avec des parts de l'ordre de 16-18% du revenu national pour le centile supérieur au début du XXe siècle, mais également et surtout en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec des parts de l'ordre de 11-12%. C'est donc l'ensemble du Nouveau Monde, et plus encore les parties les plus neuves et les plus récemment peuplées du Nouveau Monde, qui semblent moins inégalitaires que la vieille Europe à la Belle Époque. Il est tout aussi intéressant de noter que le Japon, en dépit de toutes ses différences sociales et culturelles avec l'Europe, semble se caractériser par le même niveau élevé d'inégalité au début du XXe siècle, avec environ 20% du revenu national pour le centile supérieur. Les données disponibles ne permettent pas de faire des comparaisons aussi complètes qu'il serait souhaitable, mais tout indique que du point de vue de la structure comme du niveau des inégalités, le Japon faisait bien partie du même ancien monde que la vieille Europe.
Il est également frappant de constater la similarité dans les évolutions observées au Japon et en Europe sur l'ensemble du XXe siècle. Voir graphique 9.3. Nous reviendrons plus loin sur les raisons de la très forte concentration patrimoniale observée à la Belle Époque et sur les transformations, et en particulier le mouvement de déconcentration, constaté au cours du XXe siècle dans les différents pays. Nous verrons en particulier que l'inégalité plus élevée des patrimoines observés en Europe et au Japon s'explique notamment par la plus faible croissance démographique qui caractérise l'ancien monde et qui conduit de façon quasi mécanique à une plus forte accumulation et concentration du capital. À ce stade, insistons simplement sur l'ampleur de ces retournements entre pays et continents. Cela apparaît sans doute encore plus clairement si l'on examine l'évolution de la part du décile supérieur dans le revenu national. Nous avons représenté sur le graphique 9.7 les évolutions obtenues pour la part du décile supérieur aux États-Unis et dans 4 pays européens, Royaume-Uni, France, Allemagne, Suède, depuis le début du XXe siècle. Nous avons indiqué les moyennes décennales de façon à focaliser l'attention sur les évolutions de long terme. On constate qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, la part du décile supérieur était de l'ordre de 45-50% du revenu national dans tous les pays européens, contre un peu plus de 40% aux États-Unis. Puis, à la suite des guerres mondiales, les États-Unis sont devenus légèrement plus inégalitaires que l'Europe. La part du décile supérieur a baissé sur les 2 continents à la suite des chocs des années 1914-1945, mais la chute a été nettement plus marquée en Europe, ainsi qu'au Japon, ce qui s'explique naturellement par le fait que les chocs subis par les patrimoines ont été beaucoup plus massifs. Pendant les années 1950-1970, la part du décile supérieur est assez stable et relativement proche aux États-Unis et en Europe, autour de 30-35% du revenu national. Puis, la très forte divergence, qui débute dans les années 1970-1980, conduit à la situation suivante. Dans les années 2000-2010, la part du décile supérieur atteint 45-50% du revenu national aux États-Unis, soit approximativement le même niveau qu'en Europe en 1900-1910. Au sein des pays européens, on observe également une grande diversité de cas, du plus inégalitaire, le Royaume-Uni avec plus de 40% du revenu national pour le décile supérieur, au plus égalitaire, la Suède avec moins de 30%, en passant par tous les cas intermédiaires, l'Allemagne et la France autour de 35%. Si l'on calcule, de façon légèrement abusive, une moyenne pour l'ensemble de l'Europe à partir de ces 4 pays, on obtient une comparaison particulièrement claire entre les 2 continents. Les États-Unis étaient moins inégalitaires que l'Europe en 1900-1910, légèrement plus inégalitaires dans les années 1950-1960 et beaucoup plus inégalitaires dans les années 2000-2010. Voir graphique 9.8. Au-delà de cette trame générale à long terme, il existe bien sûr de multiples histoires nationales particulières, avec d'incessantes fluctuations de court et moyen terme, liées notamment aux spécificités des évolutions sociales et politiques propres à chaque pays, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, en analysant de façon plus détaillée le mouvement des inégalités en France et aux États-Unis. Nous ne pouvons faire de même ici pour chaque pays. Mentionnons simplement que la période de l'entre-deux-guerres apparaît un peu partout comme particulièrement tumultueuse et chaotique, avec des chronologies variant fortement suivant les pays. En Allemagne, l'hyperinflation des années 1920 fait rapidement suite à la défaite militaire, puis les nazis arrivent au pouvoir quelques années plus tard, après que la dépression mondiale a replongé le pays dans la crise. Il est intéressant de noter que la part du centile supérieur progresse fortement en Allemagne de 1933 à 1938, totalement à contre-courant des autres pays. Cela reflète notamment la remontée des profits industriels, dopés par la commande publique aux industries d'armement, et plus généralement le rétablissement des hiérarchies de revenus qui caractérisent la période nazie. Remarquons également que l'Allemagne semble se caractériser depuis les années 1950 par un niveau du centile supérieur, et plus encore du millime supérieur, sensiblement plus élevé que dans la plupart des autres pays d'Europe continentale, en particulier plus élevé qu'en France, et qu'au Japon, alors même que le niveau global des inégalités n'y est pas très différent.
Ce phénomène peut s'expliquer de différentes façons, entre lesquelles il est difficile de trancher, nous y reviendrons. Il faut également souligner que les sources fiscales allemandes comportent des lacunes importantes, en grande partie du fait de l'histoire mouvementée du pays au XXe siècle, si bien qu'il est difficile de faire toute la lumière sur chacune des évolutions et de réaliser des comparaisons parfaitement précises avec les autres pays. L'impôt sur le revenu est créé relativement tôt, dès les années 1880-1890, dans la plupart des États allemands, notamment en Prusse et en Saxe. Mais la législation, comme les statistiques fiscales, ne sont unifiées au niveau de toute l'Allemagne qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les sources statistiques connaissent ensuite de fréquentes discontinuités au cours des années 1920, avant de s'interrompre totalement de 1938 à 1950, si bien qu'il est impossible d'étudier l'évolution de la répartition des revenus pendant la Seconde Guerre mondiale et dans l'immédiate après-guerre. Il s'agit là d'une différence importante avec les autres pays fortement impliqués dans le conflit, en particulier le Japon et la France, dont les administrations fiscales continuent d'établir pendant les années de guerre les mêmes dépouillements statistiques que par le passé, sans aucune interruption, comme si de rien n'était. Si l'on en juge par l'expérience des autres pays, notamment le Japon et la France, dont les trajectoires sont très proches sur ce point, il est probable que la part des hauts revenus dans le revenu total a atteint un point bas absolu en Allemagne en 1945, année zéro où les patrimoines et leurs revenus étaient réduits à peu de choses outre-Rhin, avant de commencer à remonter fortement dès 1946-1947. Toujours est-il que lorsque les statistiques fiscales allemandes reprennent leur cours normal en 1950, la hiérarchie des revenus a déjà en partie retrouvé son niveau de 1938. En l'absence de sources complètes, il est difficile d'aller plus loin. Les multiples changements territoriaux de l'Allemagne au cours du siècle écoulé, tout récemment avec l'unification de 1990-1991, ajoutés au fait que les dépouillements fiscaux les plus complets ne sont établis que tous les 3 ans, et non annuellement comme dans la plupart des autres pays, compliquent encore un peu plus l'étude fine du cas allemand. Les inégalités dans les pays émergents, plus faibles qu'aux États-Unis. Examinons maintenant le cas des pays pauvres et émergents. Les sources historiques permettant d'étudier la dynamique de la répartition des richesses sur longue période sont malheureusement beaucoup plus réduites dès que l'on sort des pays riches. Il existe toutefois plusieurs pays pauvres et émergents pour lesquels on peut trouver des sources fiscales sur la longue durée permettant de faire des comparaisons approximatives avec les résultats obtenus pour les pays développés. Peu après avoir introduit un impôt progressif sur le revenu global en métropole, le colonisateur britannique décide de faire de même dans plusieurs de ses possessions. C'est ainsi qu'un impôt sur le revenu, assez proche dans sa conception de l'impôt introduit en 1909 au Royaume-Uni, voit le jour dès 1913 en Afrique du Sud et dès 1922 dans l'Empire des Indes, y compris l'actuel Pakistan. Le colonisateur néerlandais fait de même en instituant un impôt sur le revenu en Indonésie en 1920. Plusieurs pays d'Amérique du Sud introduisent l'impôt sur le revenu dans l'entre-deux-guerres, par exemple l'Argentine en 1932. Nous disposons pour ces 4 pays, Afrique du Sud, Inde, Indonésie et Argentine, de données fiscales débutant respectivement en 1913, 1922, 1920 et 1932, et se prolongeant, avec des lacunes, jusqu'aux années 2000-2010. Ces données sont de même nature que celles dont nous disposons pour les pays riches, et peuvent être exploitées en utilisant les mêmes méthodes, et en particulier les estimations de revenu national réalisées dans ces différents pays depuis le début du XXe siècle. Les estimations obtenues sont indiquées sur le graphique 9.9. Plusieurs points méritent d'être soulignés. Tout d'abord, le résultat le plus frappant est sans doute que les ordres de grandeur obtenus pour la part du centile supérieur dans le revenu national dans les pays pauvres ou émergents sont en première approximation extrêmement proches de ceux observés dans les pays riches. Pendant les phases les plus inégalitaires, en particulier au cours de la première moitié du XXe siècle, des années 1910 aux années 1940, le centile supérieur détient autour de 20% du revenu national dans les 4 pays considérés, environ 15-18% en Inde et jusqu'à 22-25% en Afrique du Sud, en Indonésie et en Argentine.
Pendant les phases les plus égalitaires, c'est-à-dire essentiellement des années 1950 aux années 1970, la part du centile supérieur tombe à des niveaux compris entre 6% et 12% suivant les pays, à peine 5-6% en Inde, 8-9% en Indonésie et en Argentine, 11-12% en Afrique du Sud. On assiste un peu partout à une remontée depuis les années 1980 de la part du décile supérieur qui se situe dans les années 2000-2010 aux alentours de 15% du revenu national, autour de 12-13% en Inde et en Indonésie et 16-18% en Afrique du Sud et en Argentine. Nous avons également représenté sur le graphique 9.9 deux pays pour lesquels les sources fiscales disponibles permettent d'étudier uniquement les évolutions en cours depuis le milieu des années 1980 et le début des années 1990. La Chine et la Colombie. On observe en Chine une forte progression de la part du centile supérieur dans le revenu national au cours des dernières décennies. Mais en partant d'un niveau relativement bas au milieu des années 1980, presque scandinave, moins de 5% du revenu national pour le centile supérieur, d'après les sources disponibles, ce qui n'est pas très étonnant s'agissant d'un pays communiste, caractérisé par des grilles salariales très compressées et une quasi-absence de revenus du capital privé. La hausse des inégalités chinoises a été très rapide à la suite du mouvement de libéralisation de l'économie des années 1980 et pendant la croissance accélérée des années 1990-2000. Mais, d'après nos estimations, la part du décile supérieur se situe dans les années 2000-2010 autour de 10-11% du revenu national, soit un niveau inférieur à l'Inde et à l'Indonésie, autour de 12-14%, soit approximativement le niveau du Royaume-Uni ou du Canada, et très nettement inférieur à l'Afrique du Sud et à l'Argentine, autour de 16-18%, soit approximativement le niveau des États-Unis. La Colombie apparaît au contraire comme l'un des pays les plus inégalitaires enregistrés dans la World Top Incomes Database. La part du centile supérieur se situe aux alentours de 20% du revenu national tout au long des années 1990-2010, sans tendance claire. Il s'agit d'un niveau d'inégalité encore plus élevé que celui atteint par les États-Unis dans les années 2000-2010, tout du moins si l'on exclut les plus-values. En incluant les plus-values, les États-Unis ont légèrement dépassé la Colombie au cours des 10 dernières années. Il faut cependant souligner de nouveau les limitations considérables des données dont nous disposons pour mesurer la dynamique de la répartition des richesses dans les pays pauvres et émergents et pour faire des comparaisons satisfaisantes avec les pays riches. Les ordres de grandeur que nous venons d'indiquer sont les plus fiables auxquels nous pouvons parvenir compte tenu des sources disponibles. Mais la vérité est que nos connaissances restent fort maigres. Dans les rares pays émergents pour lesquels on dispose de données fiscales depuis les premières décennies du XXe siècle, il existe de multiples lacunes et interruptions dans les données, souvent dans les années 1950-1970, au moment de l'indépendance, comme en Indonésie. Nous essayons actuellement d'inclure dans notre base de données historiques de nombreux autres pays, en particulier parmi les ex-colonies britanniques et françaises en Indochine, en Afrique du Nord et en Afrique centrale et occidentale, mais il est souvent difficile de faire le lien entre les données de l'époque coloniale et les sources fiscales contemporaines. Lorsque les données fiscales existent, leur intérêt est en outre réduit par le fait que l'impôt sur le revenu dans les pays moins développés ne concerne souvent qu'une petite minorité de la population, si bien par exemple que l'on peut estimer la part du centile supérieur dans le revenu total et non celle du décile supérieur. Lorsque les données le permettent, comme pour l'Afrique du Sud pour certaines sous-périodes, on constate que les plus hauts niveaux observés pour la part du décile supérieur sont de l'ordre de 50-55% du revenu national, soit un étiage comparable, ou légèrement plus élevé, au plus haut niveau d'inégalité observé dans les pays riches, en Europe en 1900-1910 ou aux États-Unis en 2000-2010. On constate par ailleurs une certaine détérioration des données fiscales à partir des années 1990-2000. Cela est dû en partie à l'arrivée des fichiers numériques qui conduisent souvent les administrations à interrompre les publications statistiques détaillées qui existaient dans les époques plus anciennes, où elles en avaient elles-mêmes besoin,
ce qui peut paradoxalement mener à une détérioration des sources d'information à l'âge du numérique. On observe le même type de phénomène dans les pays riches. Lorsque l'on peut accéder aux fichiers fiscaux, la numérisation constitue bien sûr une amélioration des sources d'information. Mais si les fichiers sont inaccessibles ou bien mal archivés, ce qui arrive souvent, alors la disparition des publications statistiques en papier peut conduire dans de nombreux cas à une perte de mémoire fiscale et historique. Mais cela semble surtout correspondre à une certaine désaffection pour l'impôt progressif sur le revenu en général, aussi bien au sein des organisations internationales que chez certains gouvernements. Un cas particulièrement emblématique est celui de l'Inde, qui a totalement cessé au début des années 2000 d'établir et de publier les dépouillements détaillés issus des déclarations de revenus qui existaient pourtant sans discontinuer depuis 1922. La conséquence étrange est qu'il est plus difficile d'étudier l'évolution des hauts revenus en Inde en ce début de XXIe siècle qu'au cours du siècle passé. Ce manque d'information et de transparence démocratique est d'autant plus regrettable que la question de la répartition des richesses et des fruits de la croissance se pose avec au moins autant d'acuité dans les pays pauvres et émergents que dans les pays riches. Il faut également souligner que la très forte croissance officiellement enregistrée dans les pays émergents au cours des dernières décennies, notamment en Inde et en Chine, provient presque exclusivement des statistiques de production. Lorsque l'on tente de mesurer la progression des revenus en utilisant des enquêtes portant sur les budgets des ménages, il est souvent bien difficile de retrouver les taux de croissance macroéconomique annoncés. Les revenus indiens et chinois progressent certes à des rythmes élevés, mais nettement moins élevés que ceux prévus par les statistiques de la croissance officielle. Ce paradoxe du trou noir de la croissance dans les pays émergents est évidemment problématique. Cela peut venir du fait que la croissance de la production est surestimée. Il existe de multiples incitations administratives à manipuler les flux de production, ou bien que la croissance du revenu est sous-estimée. Les enquêtes auprès des ménages ont aussi leurs imperfections. Ou plus sûrement, les deux à la fois. En particulier, cela peut également s'expliquer par le fait que les plus hauts revenus, particulièrement mal enregistrés dans les enquêtes déclaratives, ont capté une part disproportionnée de la croissance de la production. Dans le cas de l'Inde, on peut estimer, sur la simple base des revenus déclarés, que la progression de la part du centile supérieur dans le revenu national constatée grâce aux données fiscales permet d'expliquer à elle seule entre un quart et un tiers du trou noir de croissance entre 1990 et 2000. Compte tenu de la détérioration des statistiques fiscales dans les années 2000, il est impossible de prolonger correctement cet exercice de décomposition sociale de la croissance. Dans le cas de la Chine, les statistiques établies par l'administration fiscale sont encore plus rudimentaires que pour l'Inde et témoignent du manque absolu de transparence des autorités chinoises sur ces questions. Dans l'état actuel des choses, les estimations indiquées sur le graphique 9.9 et que nous citons ici sont les plus fiables auxquelles on puisse parvenir. Mais il est urgent que des données plus complètes soient rendues publiques par les administrations de ces deux pays, comme d'ailleurs de tous les pays. Quand cela sera fait, peut-être se rendra-t-on compte que l'inégalité en Inde et en Chine a progressé plus vite qu'on ne l'imaginait. En tout état de cause, on remarquera que quelle que soit l'imperfection des administrations fiscales des pays pauvres et émergents, les données issues des déclarations de revenus permettent de faire apparaître des niveaux de hauts revenus beaucoup plus élevés et beaucoup plus réalistes que les enquêtes auprès des ménages. Par exemple, les déclarations fiscales permettent de constater que le centile supérieur détient à lui seul plus de 20% du revenu national en Colombie dans les années 2000-2010 et près de 20% en Argentine. Il est possible que l'inégalité réelle soit plus élevée encore. Mais le fait que les revenus les plus élevés déclarés dans les enquêtes menées dans ces mêmes pays sont souvent à peine 4-5 fois plus élevés que le revenu moyen, personne n'est vraiment riche, si bien que la part du centile supérieur est généralement inférieure à 5% du revenu national selon ce type de source, semble peu crédible. On voit à quel point les enquêtes auprès des ménages, qui constituent souvent l'unique source utilisée par les organisations internationales, en particulier par la Banque mondiale, et les gouvernements pour mesurer les inégalités, contribuent à donner une vision biaisée et faussement apaisée de la répartition des richesses.
Tant que les estimations officielles ne compléteront pas les données d'enquête par une utilisation systématique des données administratives et fiscales, il sera impossible d'aboutir à des décompositions crédibles du taux de croissance macroéconomique entre les différents groupes sociaux en présence et les différents déciles et centiles de la hiérarchie des revenus, dans les pays pauvres et émergents comme dans les pays riches. L'illusion de la productivité marginale. Revenons à la question de l'explosion des inégalités salariales observées depuis les années 1970-1980 aux États-Unis et à un degré moindre au Royaume-Uni et au Canada. Nous avons vu que la théorie de la productivité marginale et de la course-poursuite entre technologie et éducation n'était guère convaincante. L'envol des très hautes rémunérations a été extrêmement concentré au sein du centile supérieur, voire du millime supérieur, et a concerné uniquement certains pays et non d'autres. Le Japon comme l'Europe continentale ont pour l'instant été beaucoup moins touchés que les États-Unis, alors même que les transformations technologiques auraient dû concerner de façon beaucoup plus continue tout le haut de la distribution des qualifications, et ce, dans l'ensemble des pays de niveau de développement similaire. Le fait que l'inégalité des revenus atteigne dans les États-Unis des années 2000-2010 un niveau plus élevé que celui observé dans les pays pauvres et émergents aux différentes époques, par exemple plus élevé qu'en Inde ou en Afrique du Sud dans les années 1920-1930, 1960-1970 ou 2000-2010, conduit également à douter d'une explication fondée uniquement sur l'inégalité objective des productivités. Est-on bien sûr que l'inégalité fondamentale des qualifications et des productivités individuelles soit plus forte aux États-Unis en ce début du XXIe siècle que dans l'Inde à moitié analphabète d'il y a quelques dizaines d'années, ou même d'aujourd'hui, ou dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, ou post-apartheid? Si tel était le cas, ce serait peut-être un peu inquiétant pour les institutions éducatives américaines qui doivent certainement être améliorées et devenir plus accessibles, mais qui ne méritent sans doute pas cet excès d'indignité. L'explication qui me semble la plus convaincante pour rendre compte de l'envol des très hautes rémunérations américaines est la suivante. Tout d'abord, s'agissant des fonctions de cadres dirigeants au sein de grandes entreprises, dont nous avons vu qu'elles constituaient la grande majorité des salaires les plus élevés, l'idée même d'un fondement objectif en termes de productivité individuelle pour expliquer les rémunérations me semble un peu naïve. Pour les fonctions duplicables, par exemple un ouvrier ou un serveur de plus, on peut approximativement estimer la productivité marginale apportée par ce salarié, avec toutefois des marges d'erreur non négligeables, comme nous l'avons déjà noté plus haut. Mais, s'agissant de fonctions uniques ou quasi uniques, ces marges d'erreur deviennent inévitablement beaucoup plus considérables. À dire vrai, dès lors que l'on introduit l'hypothèse d'information imparfaite, éminemment justifiée dans ce contexte, dans les modèles économiques standards, c'est la notion même de productivité marginale individuelle qui devient mal définie et qui n'est pas loin de se transformer en une pure construction idéologique permettant de justifier un statut plus élevé. Concrètement, imaginons une grande société internationale employant 100 000 personnes à travers le monde et réalisant un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards d'euros, soit 100 000 euros par salarié. Supposons que les achats de biens et services représente la moitié de ce chiffre d'affaires. C'est une proportion typique pour l'économie dans son ensemble. Si bien que la valeur ajoutée de cette société, ce dont elle dispose pour rémunérer le travail et le capital qu'elle emploie et utilise directement, est de 5 milliards d'euros, soit 50 000 euros par salarié. Pour fixer le salaire du directeur financier de la société, ou de ses adjoints, ou du directeur du marketing et de son équipe, etc., il faudrait en principe estimer sa productivité marginale, c'est-à-dire sa contribution aux 5 milliards d'euros de valeur ajoutée, est-elle de 100 000 euros, 500 000 euros ou 5 millions d'euros par an? Il est évidemment impossible de répondre précisément et objectivement à cette question. On pourrait certes tenter une expérimentation en essayant plusieurs directeurs financiers, chacun pendant quelques années, et tâcher de déterminer au sein d'un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros quel a été l'impact du dit directeur. On voit bien que l'estimation obtenue serait inévitablement extrêmement approximative, avec une marge d'erreur beaucoup plus importante que la rémunération maximale envisageable pour ce poste, y compris dans un environnement économique totalement stable.
Sans compter que, dans un environnement caractérisé par une redéfinition quasi permanente des contours des entreprises et des fonctions exactes au sein de chaque société, une telle évaluation expérimentale est évidemment sans espoir. Face à cette difficulté informationnelle et cognitive, comment sont déterminées en pratique de telles rémunérations? Elles sont généralement fixées par les supérieurs hiérarchiques, et les rémunérations supérieures sont fixées par les supérieurs eux-mêmes, ou bien par des comités de rémunération comportant diverses personnes ayant généralement elles-mêmes des revenus comparables, en particulier des cadres dirigeants d'autres grandes sociétés. Les assemblées générales d'actionnaires jouent parfois un rôle complémentaire, mais cela ne concerne généralement qu'un petit nombre de postes de direction et non l'ensemble des cadres supérieurs et dirigeants. En tout état de cause, compte tenu de l'impossibilité d'estimer précisément la contribution de chacun à la production de l'entreprise considérée, il est inévitable que les décisions issues de tels processus soient en grande partie arbitraires et dépendent des rapports de force et des pouvoirs de négociation des uns et des autres. Il n'y a rien de désobligeant à supposer que les personnes se retrouvant en situation de fixer leur propre salaire ont naturellement tendance à avoir la main un peu lourde, ou tout du moins à se montrer plus optimistes que la moyenne quant à l'évaluation de leur productivité marginale. Tout cela est bien humain, surtout dans une situation où l'information est objectivement très imparfaite. Sans aller jusqu'à parler de la main qui se serre dans la caisse, force est de constater que cette image est sans doute plus adaptée que celle de la main invisible, métaphore du marché selon Adam Smith. En pratique, la main invisible n'existe pas plus que la concurrence pure et parfaite, et le marché s'incarne toujours dans des institutions spécifiques comme des supérieurs hiérarchiques ou des comités de rémunération. Cela n'implique pas que les supérieurs et les comités peuvent fixer n'importe quel salaire et choisissent toujours et partout le plus haut niveau possible. Les institutions et règles caractérisant la gouvernance des entreprises dans un pays donné sont toujours imparfaites et balbutiantes, mais il existe tout de même un certain nombre de contre-pouvoirs. Ces institutions sont fortement influencées par les normes sociales en vigueur dans la société considérée, en particulier chez les cadres dirigeants et les actionnaires, ou leurs représentants s'agissant d'actionnaires institutionnels comme des sociétés financières ou des fonds de pension, ainsi que par l'acceptabilité sociale de tel ou tel niveau de rémunération par les salariés moins bien payés de l'entreprise, et la société dans son ensemble. Ces normes sociales dépendent notamment des systèmes de croyance au sujet de la contribution des uns et des autres à la production des entreprises et à la croissance du pays. Compte tenu des très grandes incertitudes à ce sujet, il n'est guère étonnant que ces perceptions varient suivant les époques et les pays et dépendent de chaque histoire nationale particulière. Le point important est que, compte tenu de ce que sont ces normes dans un pays donné, il est malaisé pour une entreprise particulière d'aller à leur encontre. Sans une théorie de cette nature, il me semble très difficile d'expliquer les très fortes différences observées entre pays concernant le niveau des plus hautes rémunérations, en particulier entre les États-Unis et à un degré moindre les autres pays anglo-saxons d'une part, et l'Europe continentale et le Japon d'autre part. Autrement dit, les inégalités salariales ont fortement progressé aux États-Unis et au Royaume-Uni, tout simplement parce que les sociétés américaines et britanniques sont devenues beaucoup plus tolérantes face aux rémunérations extrêmes à partir des années 1970-1980. Une évolution similaire des normes sociales a également eu lieu dans les sociétés européennes et japonaises, mais elle a commencé plus tard, dans les années 1980-1990, voire 1990-2000, et elle a été à ce jour beaucoup moins forte. Actuellement, au début des années 2010, les rémunérations de plusieurs millions d'euros continuent de choquer bien davantage en Suède, en Allemagne, en France, au Japon ou en Italie qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Il n'en a pas toujours été ainsi, loin de là. Rappelons que les États-Unis étaient dans les années 1950-1960 nettement plus égalitaires que la France, en particulier pour ce qui concerne les hiérarchies salariales. Mais il en est ainsi depuis les années 1970-1980 et tout indique que cela a joué un rôle central dans l'évolution des inégalités salariales dans les différents pays. Le décrochage des supercadres, une puissance forte de divergence. Cette approche en termes de normes et d'acceptabilité sociale semble a priori assez plausible,
mais elle ne fait que repousser la difficulté un peu plus loin. Il faut ensuite expliquer d'où viennent ces normes sociales et comment elles évoluent, ce qui de toute évidence relève au moins autant de la sociologie, de la psychologie et de l'étude des croyances et perceptions, et de l'histoire culturelle et politique, que de l'économie stricto sensu. La question des inégalités relève des sciences sociales au sens large, et non d'une seule de ces disciplines. En l'occurrence, nous avons déjà remarqué que la révolution conservatrice anglo-saxonne des années 1970-1980, dont l'un des aspects est cette plus grande tolérance vis-à-vis des salaires très élevés des supercadres, avait sans doute été en partie causée par le sentiment de rattrapage, voire de dépassement, qui saisit les États-Unis et le Royaume-Uni à cette époque, même si les 30 glorieuses européennes et japonaises étaient en réalité la conséquence presque mécanique des chocs des années 1914-1945. Mais il est bien évident que d'autres facteurs ont sans doute joué un rôle important. Soyons précis. Il ne s'agit pas de prétendre ici que les inégalités salariales dans leur ensemble sont entièrement déterminées par les normes sociales en matière d'équité des rémunérations. Ainsi que nous l'avons déjà noté, la théorie de productivité marginale et de la course-poursuite entre éducation et technologie permet d'expliquer de façon plausible l'évolution à long terme de la répartition des salaires, tout du moins jusqu'à un certain niveau de salaire et jusqu'à un certain degré de précision. La logique de la technologie et des qualifications met des bornes à l'intérieur desquelles la plupart des salaires doivent se fixer. Mais pour les fonctions non duplicables, et au fur et à mesure que les fonctions deviennent de moins en moins duplicables, notamment au sein des hiérarchies managériales des grandes sociétés, les marges d'erreur sur les productivités individuelles deviennent considérables. Le pouvoir explicatif de la technologie et des qualifications devient alors de plus en plus faible, et celui des normes sociales de plus en plus fort. Cela ne concerne de façon vraiment déterminante qu'une petite minorité de salariés, sans doute à peine quelques pourcents, voire moins de 1%, suivant les pays et les époques. Mais le fait essentiel, qui n'avait rien d'évident a priori, est que les variations dans le temps et entre pays de la part salariale reçue par le centile supérieur de la hiérarchie des salaires peuvent prendre une importance considérable, comme le démontrent les évolutions contrastées observées au sein des pays riches depuis les années 1970-1980. Ce décrochage inédit des salaires des supercadres doit sans doute être mis en relation avec la taille des grandes entreprises et la diversité des fonctions en leur sein. Au-delà de ce problème objectivement complexe de gouvernance des grandes organisations, il est possible que ce décrochage s'explique également par une forme d'extrémisme méritocratique, c'est-à-dire par un besoin des sociétés modernes, et en particulier de la société américaine, de désigner elles-mêmes des gagnants et de leur offrir des rémunérations d'autant plus extravagantes qu'ils semblent avoir été choisis en fonction de leur mérite propre et non suivant les logiques inégalitaires du passé. Nous y reviendrons. En tout état de cause, il est clair qu'il s'agit potentiellement d'un puissant mécanisme poussant à la divergence de la répartition des richesses. Si les personnes les mieux payées fixent, au moins en partie, leur propre salaire, cela peut conduire à des inégalités de plus en plus fortes. Il est très difficile de dire a priori jusqu'où peut mener un tel processus. Reprenons le cas décrit plus haut du directeur financier d'une grande société réalisant 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il semble improbable que l'on décide un jour que la productivité marginale du dit directeur soit de 1 milliard, ou même de 100 millions, ne serait-ce que parce qu'il n'y aura pas assez d'argent pour payer toute l'équipe dirigeante. En revanche, certains considèrent que des rémunérations individuelles de 1 million, 10 millions ou même parfois 50 millions peuvent parfaitement se justifier. L'incertitude sur les productivités individuelles est telle qu'il n'existe aucun garde-fou évident. On peut tout à fait imaginer que la part du centile supérieur dans la masse salariale totale atteigne 15-20% aux États-Unis ou bien 25-30% ou même davantage. Outre la comparaison des évolutions nationales entre pays riches depuis les années 1970-1980, les données démontrant de la façon la plus convaincante la faillite de la gouvernance d'entreprise et le fait que la fixation des plus hautes rémunérations n'a que peu à voir avec une logique rationnelle de productivité sont les suivantes. Lorsque l'on rassemble des bases de données au niveau d'entreprises individuelles, cela est possible pour les sociétés cotées dans l'ensemble des pays riches,
il est bien difficile d'expliquer les variations observées des rémunérations des dirigeants en fonction de la performance des entreprises considérées. Plus précisément, on peut décomposer pour un certain nombre d'indicateurs de performance, la progression des ventes de l'entreprise, le niveau de ses profits, etc., les variations dues à des causes extérieures à l'entreprise. Par exemple, l'état général de la conjoncture, les chocs sur le prix mondial des matières premières, les variations des taux de change, ou bien la performance moyenne du secteur considéré, et le reste des variations. Seules les variations du second type peuvent potentiellement être affectées, au moins en partie, par les dirigeants de l'entreprise. Si les rémunérations suivaient la logique de la productivité marginale, on devrait s'attendre à ce qu'elles ne varient pas, ou peu, en fonction de la première composante, et seulement, ou principalement, en fonction de la seconde. Or, le fait est que l'on observe exactement le contraire. C'est quand les ventes ou les profits progressent pour des raisons extérieures que les rémunérations des dirigeants augmentent le plus fortement. Cela ressort particulièrement clairement si l'on examine le cas des sociétés américaines. C'est ce que Bertrand et Mullins-Nathan appellent la rémunération de la chance, pay for luck. Nous reprendrons et généraliserons cette approche dans la 4e partie. Nous verrons que cette tendance à rémunérer la chance varie fortement dans le temps et suivant les pays, notamment en fonction de l'évolution de la fiscalité, et plus particulièrement du taux marginal supérieur du revenu, qui semble jouer un rôle de garde-fou fiscal quand il est élevé, ou de pousse au crime quand il est faible, tout du moins jusqu'à un certain point. Cette évolution fiscale est évidemment elle-même liée aux transformations des normes sociales concernant les inégalités, mais une fois lancée, elle suit sa propre logique. Concrètement, la très forte baisse du taux marginal supérieur dans les pays anglo-saxons depuis les années 1970-1980, alors même qu'ils avaient été les inventeurs de la fiscalité quasi-confiscatoire sur les revenus jugés indécents au cours des décennies précédentes, semble avoir totalement transformé les modes de fixation des rémunérations des cadres dirigeants, ces derniers ayant maintenant de beaucoup plus fortes incitations que par le passé à tout faire pour obtenir des augmentations importantes. Nous analyserons également dans quelle mesure ce mécanisme amplificateur porte en germe une force de divergence de nature plus proprement politique. La baisse du taux supérieur conduit à une explosion des hautes rémunérations qui elle-même accroît l'influence politique, à travers notamment le financement des partis, groupes de pression et instituts de réflexion, du groupe social qui a intérêt au maintien de ce taux bas ou à son abaissement ultérieur.